J'ai poignardé ma sœur dans le dos avec un couteau de cuisine rouillé, le genre qu'on trouve dans les placards des HLM de la banlieue parisienne, et j'ai regardé son sang couler sur le carrelage blanc de notre appartement haussmannien volé. Ce n'était pas un accident, c'était une sentence. Elle haletait, les yeux écarquillés, murmurant « Pourquoi, frangin ?» Comme si elle ne savait pas que chaque goutte rouge était le prix de sa trahison. Et moi, je lui ai souri, parce que pour la première fois depuis 10 ans, j'étais libre. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombre, a toujours été le théâtre de nos drames familiaux. Nous sommes nés dans le 18e arrondissement, au pied de Montmartre, où les artistes affamés peignent des rêves qu'ils ne vivront jamais. Notre mère, une immigrée polonaise, lavait les vitres des bourgeois du 16e pour nous nourrir, et notre père. Eh bien, il buvait son salaire d'ouvrier à la RATP dans des bistrots enfumés de Belleville. Éléonore et moi, nous étions les seuls à rêver plus grand. Elle, l'aînée, avec ses cheveux noirs comme la nuit et son sourire qui désarmait les banquiers. Moi, le petit frère, Lucien, avec mes idées folles et mes mains tachées d'encre de code. Tout a commencé par un secret que j'ai gardé comme un poison dans mes veines. À 25 ans, j'ai codé une application révolutionnaire. Un algorithme qui prédisait les tendances du marché immobilier à Paris, en analysant les données publiques des cadastres, les flux touristiques et même les tweets des influenceurs. J'appelais ça Paris Veille, le voile de Paris, celui qui cache les fortunes enfouies sous les pavés. J'ai investi tout ce que j'avais, mes économies de développeur freelance, les prêts étudiants que je remboursais en dormant 4 heures par nuit. Et quand ça a décollé, j'ai vu l'avenir, des millions en levée de fonds, une start-up qui changerait la face de l'immobilier français. Mais Éléonore l'a vu en premier. Elle était alors serveuse dans un café de Saint-Germain-des-Prés, flirtant avec des ventures capitalistes pour arrondir ses fins de mois. Un soir d'hiver 2015, sous la pluie battante de la Seine, elle m'a supplié « Lucien, prête-moi ton code. Juste pour impressionner un investisseur. Je te rembourserai, juré sur la tête de maman. » J'ai hésité, mais le sang est plus épais que l'eau, non? J'ai transféré les fichiers. Et le lendemain, elle a lancé sa propre start-up, Élise Immobilier, avec mon algorithme au cœur, rebaptisé Veitech. Elle m'a effacé des crédits, des mets, des souvenirs numériques. J'étais devenu un fantôme. Les mois suivants ont été un tourbillon. Élise a levé 5 millions en un pitch à Station F, le berceau des licornes françaises. Les journaux parlaient d'elle comme d'une visionnaire, une femme qui brisait le plafond de verre de la tech parisienne. Moi, j'ai continué à coder pour des agences web minables dans le 10e, payant mon loyer à Clichy avec des nouilles instantanées. Elle m'appelait parfois pour prendre des nouvelles, mais c'était pour se vanter. « Lucien, imagine, on dîne avec les fondateurs d'Uber Eats la semaine prochaine. » Et moi, je hochais la tête au téléphone, sentant la rage monter comme une marée noire. Puis vint le jour de la trahison absolue. C'était l'été 2017, une canicule qui faisait fondre l'asphalte des Champs-Élysées. La famille se réunissait pour l'anniversaire de maman au restaurant Le Procope, le plus vieux café de Paris, où Voltaire jadis conspira. J'avais économisé 3 mois pour l'addition, portant mon unique costume gris acheté d'occasion au marché aux puces. Mais quand j'ai poussé la porte, Éléonore m'a intercepté dans l'entrée, son tailleur Chanel impeccable contrastant avec ma cravate usée. « Pas ce soir, Lucien », a-t-elle murmuré, ses ongles manucurés plantés dans mon bras. « Tu es trop pauvre pour les réunions de famille. Maman est fière maintenant, grâce à moi. Ne gâche pas ça avec tes airs de clochard. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poignard. J'ai reculé, le cœur battant, tandis qu'elle tournait les talons, rejoignant la table où maman riait à ses anecdotes. J'ai vu mon père, ivre comme toujours, lever son verre à la fille qui nous sort du ruisseau. Et moi, invisible, dehors sous la pluie fine qui recommençait, j'ai vomi sur le trottoir. Ce soir-là, j'ai fouillé dans mes archives. J'avais financé entièrement sa start-up. Non seulement le code, mais 20 000 € de mes propres poches pour les serveurs initiaux, les prototypes. J'avais signé comme consultant anonyme pour éviter les taxes, mais les preuves étaient là, dans des mailles effacées que j'avais sauvées en cash. Elle m'avait volé mon âme. La vengeance a germé lentement, comme un vin qui fermente dans les caves de Bordeaux. J'ai commencé par des petites choses. Des bugs subtils dans son algorithme, des données falsifiées qui faisaient planter les prévisions lors de démos mineurs. Personne ne suspectait. Après tout, j'étais le frère fauché. Mais Éléonore, maligne comme un renard de la campagne normande, a flairé quelque chose. Elle m'a convoqué dans son bureau vitré de la Défense, avec vue sur l'arc de triomphe scintillant. « Qu'est-ce que tu fabriques, Lucien? Tes petits sabotages ?» a-t-elle ri, allumant une gauloise malgré l'interdiction. « Tu crois que tu peux me toucher? J'ai des avocats qui te ruineraient en un clin d'œil. » J'ai souri, feignant l'innocence. Juste des coïncidences, grande sœur. Mais dis-moi,
Et si maman apprenait la vérité? Que son empire repose sur le dos d'un frère qu'elle a renié. Elle a pâli, mais son esprit tordu a riposté. Maman? Elle me doit tout. Et toi? Tu n'es rien. Si tu parles, je te fais passer pour un voleur. J'ai déjà effacé tes traces. C'était le début de sa malfaisance. Elle a commencé à me harceler, des appels anonymes la nuit, des rumeurs dans le quartier sur ma folie. Pire, elle a impliqué la famille. Maman m'a appelé un jour, voix brisée. Lucien, Éléonore dit que tu es jaloux, que tu essaies de la détruire. Reviens pas à la maison tant que t'es pas clean. J'étais seul, piégé dans un labyrinthe de mensonges parisiens. Mais la rage m'a rendu clairvoyant. J'ai creusé plus profond. Dans les serveurs d'Élise, j'ai découvert le vrai secret. L'algorithme n'était pas seulement prédictif, il manipulait les marchés. Éléonore avait intégré un backdoor pour gonfler artificiellement les prix immobiliers dans des quartiers sensibles, comme Barbès, forçant les locataires modestes à la rue pour revendre à des fonds qataris. Des vies brisées pour son profit. Et moi? J'avais codé ça innocemment, pensant que c'était pour optimiser. Le scandale couvait. Un journaliste du Monde avait flairé l'affaire, mais Éléonore l'avait muselé avec une enveloppe de billets. Elle m'a alors fait une offre. Aide-moi à couvrir ça, et je te file 100 000 euros. Sinon, je te balance comme complice. J'ai refusé. C'est là que j'ai décidé de porter le chapeau. Pour la protéger? Non, pour la faire tomber plus bas. J'ai falsifié des logs, signant mon nom sur les transactions illégales. Quand l'AMF a débarqué, c'était moi le bouc émissaire. Menotté dans son bureau, devant ses yeux froids, j'ai murmuré « C'est pour toi, Élé. Pour que tu goûtes à la chute. » La prison de Fresnes m'a accueilli comme un vieil amant. 6 mois d'attente pour le procès, dans une cellule humide où les rats dansaient la java. Éléonore a témoigné contre moi, jurant que j'étais le cerveau diabolique, un frère rongé par l'envie. Maman a pleuré au tribunal, me traitant de monstre. Le juge, un vieux de province au nez rouge, m'a condamné à 5 ans pour fraude et blanchiment. Mais en cellule, j'ai ri. Parce que la vengeance n'était pas finie. J'avais planté une graine, un virus dormant dans son système, activé par ma condamnation. Il effacerait tout, contrat, données, secrets, dans 6 mois pile. Libéré sous caution grâce à un avocat pro bono, un idéaliste de Nanterre, j'ai émergé dans le froid de l'hiver 2018. Paris avait changé. Les gilets jaunes incendiaient les champs et Élise chancelait. Ses investisseurs fuyaient comme des rats d'un bateau coulant. Elle m'a contacté, voix chevrotante. « Lucien, aide-moi. C'est la ruine. » J'ai accepté de la voir, dans un café anonyme de la Butte aux Cailles. Elle était méconnaissable, cheveux ternes, tailleur froissé. J'ai eu tort, a-t-elle avoué. Reviens, on recommence à zéro. Mais ses yeux trahissaient le calcul. Elle voulait mon silence, peut-être un nouveau code pour relancer. J'ai feint l'absolution, mais intérieurement, le couteau s'aiguisait. Les jours suivants ont été un ballet de faux-semblants, digne d'une pièce de Molière jouée dans les coulisses du Palais Garnier. Éléonore m'a réintégré dans sa vie comme un accessoire. Dîners familiaux forcés où maman me serrait maladroitement et père marmonnait des excuses alcoolisées. « T'es un bon gars, Lucien », grognait-il, mais ses yeux évitaient les miens. Elle me flattait. « Ton génie m'a sauvé, frangin. Sans toi, rien. » Mensonges sucrés comme des macarons de la durée, mais amers au palais. En vérité, je reconstruisais mon piège. De mon studio exigu à Ménilmontant, entouré de graffitis anarchistes, j'ai codé nuit après nuit. Le virus n'était qu'un appât. Le vrai coup était un algorithme miroir, Vengeance Veille, qui inversait ses manipulations. Au lieu de gonfler les prix, il les crachait. Prévisions falsifiées envoyées aux médias, alertant les autorités sur des bulles immobilières fictives. Paris, ville des spéculateurs, allait trembler. Éléonore, sentant le vent tourner, a commencé ses lancements de face. D'abord, des cadeaux, un iPhone dernier cri, un costume sur mesure de chez Hermès. Puis, des confidences feintes. « J'ai peur, Lucien. Les Qataris menacent de tout raser si les prix chutent. » Elle pleurait, mais je voyais le serpent sous la peau de l'agneau. Un soir, après un verre de trop de Châteauneuf-du-Pape, elle a lâché. « Si ça explose, je dirais que c'est toi qui as tout saboté depuis la prison. » C'était la goutte. J'ai décidé d'accélérer. Le lendemain, j'ai infiltré son équipe comme consultant freelance, ironie du sort, le même rôle que j'avais eu au début. À Station F, entouré de hipsters en hoodie et de tableaux blancs couverts d'Ubiquitous Computing, j'ai posé mes bombes logicielles. Chaque ligne de code était une aiguille dans son cœur. Mais le destin, ce farceur français, a jeté son dévolu. Une nuit, alors que je debuguais dans les sous-sols fluorescents,
un vigile m'a surpris. « Qu'est-ce que tu fous là, toi » a-t-il grogné, un colosse d'origine maghrébine avec un tatouage PSG sur le cou. J'ai balbutié une excuse, mais il a appelé les flics. Éléonore est arrivée en trombe, robe de soirée déchirée d'une soirée au Fouquet's. Laissez-le, c'est mon frère. Il teste la sécurité. Sauvé in extremis, mais le doute était semé. Elle m'a traîné dans sa voiture, une Tesla rutilante, et m'a giflé « Espèce d'idiot, tu veux nous couler tous ». Puis, dans un virage serré le long de la Seine, elle a fondu en larmes. Ecote, Lucien. Il y a un secret plus grand. Mammon. Elle est malade. Cancer du pancréas. J'ai besoin de l'argent pour ses soins à l'Institut Curie. C'est pour ça que j'ai poussé si fort. Un twist qui m'a désarmé. Était-ce vrai? Maman, avec ses mains calleuses et son rire forcé, mourante? J'ai vérifié discrètement. Oui, un dossier médical fuité confirmait. Éléonore n'était pas seulement cupide, elle était désespérée. Pour la première fois, j'ai hésité. La vengeance, ce plat qui se mange froid, réchauffait-elle mon propre enfer? J'ai ralenti le virus, le programmant pour une activation partielle. Juste assez pour exposer les manipulations qataries, pas pour détruire Élise entièrement. Nous avons passé des nuits à planifier sa rédemption. Un pivot vers l'immobilier social, des partenariats avec des ONG pour loger les SDF de la rue de Rivoli. Elle brillait à nouveau, pitchant à vivatèche comme une sainte laïque. « Merci, Lucien », murmurait-elle lors de nos conciliabules secrets au Luxembourg, sous les statues de reines oubliées. « T'es le seul qui compte. » La famille se reformait. Maman, amaigrie mais combative, m'a pris dans ses bras un dimanche à la campagne, près de Versailles. « Mes garçons, mes enfants », sanglotait-elle, ignorant les abysses. Père, sobre pour une fois, offrait des clopes volées. C'était une trêve, fragile comme un pont sur la Marne. Mais Éléonore ne pouvait s'empêcher de larder. Lors d'une levée de fonds cruciale avec un fonds souverain norvégien, elle m'a relégué au rôle de support technique invisible, me forçant à attendre dans les coulisses comme un larbin. « Pas le moment pour tes airs de prolo », avait-elle sifflé. Et quand le deal a signé 10 millions, elle a fêté sans moi, postant sur LinkedIn, à ma famille, qui m'inspire chaque jour. Pas un mot pour le fantôme qui avait tout sauvé. La rage est revenue, plus acide. J'ai réactivé le virus en mode furtif. D'abord, des fuites mineures, un article dans le Canard enchaîné sur les liens troubles d'Élise avec les Émirats. Puis, une enquête de France Inter accusant Veitech de profiling racial dans les algorithmes, une exagération, mais assez pour alarmer les bobos écolos du 11e. Éléonore a paniqué, me convoquant dans son Pantouse de Passy, avec vue sur la tour Eiffel illuminée. « C'est toi, hein? Arrête ça, ou je te jure, je te fais interner comme schizophrène. » Ses yeux que j'avais aimés enfants, étaient fous de peur. Elle a sorti un chèque, 200 000 €. J'ai déchiré le papier sous son nez. Trop tard, Élé. Tu m'as renié pour de l'argent. Maintenant, goûte au vide. Le lendemain, le scandale a éclaté. Mediapart a publié des docs internes. Les miens, bien sûr, prouvant la collusion avec les promoteurs étrangers. Les actions d'Élise ont chuté de 40% en une heure. Les manifestants anti-gentrification ont vandalisé ses bureaux à Bastille, criant « Dehors les profiteurs arabes ». Une ironie cruelle, car Éléonore avait toujours nié ses origines polonaises pour plaire aux élites. Elle m'a appelé à 3 heures du matin, voix brisée. « Lucien, sauve-moi. Je suis ruiné. Maman, elle sait tout. » J'ai raccroché, le cœur serré, mais la lame aiguisée. Pourtant, dans l'ombre, un allié inattendu émergea. Antoine, l'ex de Éléonore, un avocat pénaliste au barreau de Paris, que j'avais rencontré en prison. Il haïssait sa perfidie autant que moi. Elle l'avait largué pour un chèque bidon. « Aide-moi à la faire plier », m'a-t-il dit autour d'un café noir au comptoir général. Ensemble, nous avons ourdi le plan final. Une plainte collective des locataires évincés, soutenue par des preuves irréfutables. Le procès s'est ouvert au tribunal de grande instance de Paris, sous les dorures fanées de l'île de la Cité. Éléonore, pâle dans son tailleur noir, jurait innocence. C'était Lucien. Mon frère jaloux a tout manigancé pour me détruire. Maman, en chaise roulante, pleurait au premier rang. Père, absent, noyé dans son bistrot. J'ai témoigné, voix calme. Oui, j'ai codé l'algorithme. Mais c'est elle qui a décidé des backdoors. Pour l'argent. Pour la gloire. Les flashs des photographes crépitaient comme des coups de feu. Le verdict est tombé comme une guillotine. 2 ans de prison ferme pour Éléonore, plus des millions en amende. Elle m'a fusillé du regard en sortant, menotté. « Tu paieras, Lucien. »
Le sang ne ment pas. Libéré de mes chaînes invisibles, j'ai marché le long des quais, l'air chargé d'ozone après l'orage. Paris me semblait plus vrai, plus cruel. Mais était-ce la victoire? Maman, apprenant la vérité, m'a maudit « T'as tué ta sœur, mon fils ». Et pourtant, dans ses yeux, une lueur de gratitude pour avoir exposé le monstre. La vengeance avait goût de cendre. J'ai repris mon code, lançant Veille libre, une version open source pour aider les locataires modestes. Succès modeste, mais pur. Éléonore, en tôle, m'écrivait des lettres venimeuses « Attends ma sortie ». Yittehonterij. Et elle l'a fait. 6 mois plus tard, libérée sur parole, elle a réapparu, changée. Cheveux courts, regard hanté. Pardon, Lucian. J'étais perdu. Était-ce sincère? Ou un nouveau masque? La rédemption d'Éléonore était un mirage, un de ces tours de passe-passe que les escrocs parisiens maîtrisent depuis Balzac. Elle s'est installée chez moi à Ménilmontant, prétextant refaire surface, mais ces nuits étaient hantées par des appels chuchotés à d'anciens contacts. Je l'espionnais via des caméras cachées, ironie, l'algorithme de surveillance retourné contre elle. Elle complotait, un comeback via une crypto-immobilière, utilisant des contacts sombres du dark web pour blanchir des fonds qataris restants. « Tu me fais confiance ?» m'a-t-elle demandé un matin, en sirotant un café filtre trop fort. Ses mains tremblaient légèrement. Sevrage du luxe? J'ai hoché la tête, mais intérieurement, je chargeais le fusil. Maman Emperate. À l'Institut Curie, entre chimio et scanner, elle réclamait sa fille aînée. « Éléonore a besoin de toi, Lucien. La famille, c'est tout. » J'ai conduit ma sœur là-bas, dans la salle d'attente au mur vert pâle, où l'odeur de désinfectant masque la mort. Éléonore a tenu la main ridée de maman, larmes aux yeux. « Je suis désolé, maman. Pour tout. » Mais plus tard, dans la voiture, elle a ri doucement. Elle mourra en pensant que je suis une sainte. Merci pour le scénario, frangin. Ce fut le déclic final. La trahison n'était pas seulement financière. C'était viscéral, un viol de l'âme familiale. J'ai accéléré le plan B, impliqué Antoine plus profondément. Nous avons fabriqué un dossier, pas tout à fait faux, liant Éléonore à un réseau de corruption impliquant des élus de la mairie du 19e. Des pots de vin pour des permis de construire illégaux, des familles expulsées vers les banlieues dortoirs de Seine-Saint-Denis. La presse a mordu à l'hameçon. Libération titrait « La techwoman de Paris, complice des promoteurs mafieux ». Éléonore a nié, furieuse, me confrontant dans notre appartement. « C'est toi, hein? Toujours toi. » Elle a attrapé un vase Ming, cadeau d'un investisseur, et l'a fracassé contre le mur. Les éclats ont volé comme des promesses brisées. J'ai riposté calmement. « Tu m'as renié pour une réunion familiale. Imagine ce que je ressens pour une vie entière. » Elle s'est effondrée, genoux au sol. J'avais peur, Lucien. Peur de l'échec. Maman mourante, papa alcoolique. Ton code était ma bouée. Pour la première fois, j'ai vu la petite fille qu'elle était, jouant à la dinette dans notre HLM de Barbès. Pity? Peut-être. Mais la lame était trop aiguisée pour reculer. Le raid est venu à l'aube, 3 jours avant Noël 2019. Des flics en civil, masque Covid naissant sur le nez, ont enfoncé la porte. Madame Éléonore Duval, vous êtes en état d'arrestation pour association de malfaiteurs et corruption. Elle a hurlé mon nom, me maudissant tandis qu'on l'embarquait, menottes cliquetant comme des chaînes de marat. Maman a appris par la télé, dans sa chambre d'hôpital. Mon Dieu, mes filles. Mes enfants, a-t-elle gémi, avant de sombrer dans le coma. Je l'ai veillée toute la nuit, tenant sa main froide, regrettant peut-être. Père, effondré au bistrot, m'a appelé « T'as gagné, fiston ». Mais à quel prix? Le procès Bi a été un cirque. Au palais de justice, sous les fresques allégoriques de la République, Éléonore a plaidé la manipulation. Mon frère m'a piégé. Il a codé les preuves. Antoine, en toge impeccable, a démonté ses mensonges ligne par ligne. Les locataires, ces ombres de la ville lumière, ont témoigné. Elle nous a jetés à la rue pour des tours de verre. Le jury, un mélange de banlieusards et de col blanc, a délibéré 2 jours. Condamnation, 8 ans, sans remise. Éléonore, brisée, m'a fixé depuis le box. Tu es pire que moi, Lucien. Un monstre. Libéré de son ombre, j'ai veillé maman jusqu'à la fin. Elle est morte un matin de printemps 2020, lockdown confinant Paris dans un silence spectral. Pardonnez-vous, a-t-elle murmuré avant de partir. J'ai enterré ses cendres au Père-Lachaise, près de la tombe de Proust, ironie pour nos secrets enfouis. Seul, j'ai plongé dans Veille libre.
Succès fulgurant, des partenariats avec la mairie de Paris pour des logements abordables, des prix au Web Summit de Lisbonne. Les médias me portaient au nu, Lucien Duval, le hacker éthique qui sauve la capitale. Mais la nuit, les cauchemars venaient, le sang sur le carrelage, ses yeux implorants. Puis, le twist. Une lettre d'Éléonore depuis la prison de Fleury-Mérogis, je suis enceinte. De toi, Lucien. Ces nuits où on réparait la famille. C'était plus qu'un pardon. Mon sang s'est figé. Était-ce vrai? Un test ADN clandestin, via un contact d'Antoine, confirma, oui. Notre vengeance mutuelle avait conçu un fruit maudit. Paris, ville des amours impossibles, riait de moi. Garder l'enfant? L'abandonner? La nouvelle a fuité. Merci qui? Et les tabloïds hurlaient, inceste tech, le frère traître et sa sœur condamnée. La société se divisait. Certains me voyaient comme victime vengeresse, d'autres comme parricide morale. J'ai visité Éléonore, séparée par la vitre plexi. Qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé, voix rauque. Elle a souri, ce sourire d'antan, on élève notre secret. Ou on l'efface. Ton choix, vengeur. Le dilemme me rongeait. L'enfant naîtrait en 2021, un bâtard de haine et de désir. Maman aurait pleuré. Père, bu. Antoine conseillait l'avortement, c'est toxique, Lucien. Mais dans les rues de Paris, sous les platanes du boulevard Saint-Germain, j'ai décidé, la vie triomphe de la vengeance. J'ai payé les frais pour Éléonore, négocié une libération conditionnelle pour raison médicale. Elle est sortie, ventre rond, et nous avons fui vers la Provence, un mas isolé près d'Avignon, loin des lumières maudites. La Provence était un exil déguisé en rédemption, avec ses champs de lavande violet et ses vents chauds qui portaient l'odeur de thym et de regret. Notre mas, un reliquat du XVIIe siècle acheté cash avec mes royalties de veille libre, était un bunker contre le monde. Éléonore, gonflée par la grossesse, cuisinait des ratatouilles maladroites, riant de ses échecs. Regarde, frangin, même ça, je foire. Moi, je codais dans une pièce sombre, transformant l'algorithme en outil pour les petits propriétaires provençaux, prédisant les sécheresses au lieu des bulles spéculatives. Mais la paix était fragile. Les nouvelles de Paris nous hantaient. Des enquêtes sur notre inceste consanguin, des pétitions pour interdire mes APPS au nom de la décadence morale. La droite criait au scandale gauchiste, la gauche à la répression puritaine. J'étais clivé, un héros pour les uns, un démon pour les autres. Éléonore accoucha par une nuit d'orage, en juillet 2021, sous les éclairs qui zébraient le Luberon. L'enfant, une fille, prénommée Amélie, comme notre grand-mère hurla son premier cri tandis que la foudre frappait un olivier centenaire. Elle est à nous, murmura Éléonore, épuisée, me tendant le bébé enveloppé. Ses yeux, verts comme les miens, nous fixaient innocents. Pour la première fois, la vengeance semblait futile face à cette vie minuscule. Nous avons élevé Amélie en secret, loin des radars. Éléonore changeait. Elle lisait Camus dans le jardin, philosophant sur l'absurde de nos vies. On est des Sisyphes, Lucien. Toujours à pousser le rocher de la haine. Je hochais la tête, mais mes nuits étaient peuplées de doutes. Était-ce amour ou captivité mutuelle? Elle me touchait parfois, un effleurement chargé, rappelant nos nuits parisiennes troubles. On recommence, disait-elle. Je cédais, piégé par le sang partagé. Pourtant, le passé rattrapait. Antoine appela un automne, les Qataris cherchent vengeance. Ils ont engagé des privés pour vous trouver. Éléonore pâlit. Ils veulent l'enfant? Comme otage. Nous avons renforcé les sécurités. Caméras, alarmes, même un chien, un berger provençal hirsute nommé traître. Le premier assaut vint subtilement. Des mailles anonymes, rend l'argent ou la petite paix. Puis, une nuit, des ombres dans le vignoble adjacent. J'ai attrapé un fusil de chasse hérité, cœur battant, et tiré en l'air. Les intrus fuirent, mais le message était clair. Paris n'oublie pas. Éléonore craqua. C'est ta faute. Ta vengeance nous a condamnés. Nous nous disputâmes violemment, Amélie pleurant dans son berceau. Et toi? Qui m'a renié comme un chien? Hurlai-je. Elle me gifla, larmes aux yeux. J'étais terrifié. Maman mourante, la start-up qui s'effondrait. J'ai cru que te sacrifier me sauverait. La révélation me frappa. Elle avait su pour le cancer avant de me trahir. Tu l'as caché pour me manipuler. Elle avoua, voix brisée. Oui. Pour que tu donnes tout sans regret. La trahison ultime, un poignard tourné dans la plaie ouverte. J'ai failli la chasser, mais Amélie gazouilla, tendant les bras. Pour elle, nous restâmes. Nous avons fui plus loin, vers la Côte d'Azur,
un appartement anonyme à Nice, sous un faux nom. Là, Éléonore trouva un job de consultante freelance, aidant des startups locales sans algorithme sombre. Moi, je développais Veille Libre en open source, collaborant avec des activistes de Marseille contre la gentrification méditerranéenne. Mais le larcin continuait. Père mourut d'une cirrhose galopante, seul dans son HLM, léguant rien qu'un mot, « Désolé, fiston ». Nous n'y allâmes pas au cimetière. Trop risqué. Éléonore pleura des jours, « On est maudit, Lucien. Notre sang est poison ». L'enfant grandissait, rieuse sur la promenade des Anglais, ignorant nos abysses. À 2 ans, elle demanda « Papa, pourquoi maman pleure la nuit ?» Je mentis, « Des rêves, ma puce. » Mais intérieurement, la vengeance renaissait. Éléonore, sentant le vent, devint matoise à nouveau. Elle contacta discrètement un avocat pour une garde exclusive, prétextant ma paranoïa. Je la pris par un hack, encore un. Rage froide, elle me volait à nouveau, cette fois l'innocence. J'ai contre-attaqué, un dossier sur ses contacts qataris persistants, envoyé à Interpol. Raid à Nice, aube pluvieuse. Éléonore emmenée, hurlant « Protège-la, Lucien ». Amélie et moi, seuls, avons fui vers les Alpes, un chalet près de Chamonix. Les neiges éternelles semblaient purifiées, mais le froid rongeait. L'enfant pleurait sa mère. Je lui racontais des contes de fées parisiens, omettant les dragons réels. Le twist final vint par courrier, une lettre d'Éléonore, depuis une cellule internationale à La Haye. J'ai tout avoué. Les Qataris, les fraudes. En échange d'immunité, je t'ai désigné comme complice principal. Amélie est à moi légalement maintenant. Viens me chercher ou perds tout. C'était le chantage ultime, un cercle de l'enfer dantesque. Paris, via ses tentacules judiciaires, réclamait mon retour. Les médias, flairant le sang, titraient « Le duo maudit, frère et sœur face à la justice mondiale ». The iPad le choi, Merender, gánh tội thay cho cô ấy lần nữa, hoặc bỏ trốn với con gái, trở thành kẻ đào tẩu. Amélie, dans ses rêves, murmurait « Maman ». Le sang appelait le sang. Les Alpes étaient un sanctuaire gelé, mais la fuite n'est qu'un sursis dans le théâtre absurde de la vie française. Amélie, à 3 ans, dessinait des tours Eiffel enneigées, demandant « Quand on rentre à la maison ?» Je répondais « Bientôt, manège ». Mais intérieurement, le piège se resserrait. Interpol avait émis un mandat. Mes comptes Veille Libre gelés sous prétexte de « financement terroriste », une absurdité pour plaire aux alliés du Golfe. Éléonore, cette hydre, lançait des appâts. Des vidéos deepfake circulaient sur X, ex-Twitter, me montrant en train de menacer des agents qataris. La France, pays des droits de l'homme, se divisait. Pétition pour ma liberté d'expression vengeresse, d'un côté, appel à l'extradition de l'autre. Les intellectuels du Café de Flore débattaient, traîtrise ou justice poétique. Le Monde titrait, le sang des Duval, inceste, tech et revanche. J'ai décidé le retour. Pas pour elle, mais pour Amélie. Un vol clandestin via un pilote de rallye, atterrissage à un airstrip près de Lyon. De là, train pour Paris, capuche baissée, Amélie endormie sur mes genoux. La ville m'accueillit par une rafle à gare de Lyon, menottes douces, pour l'image. Monsieur Duval, vous êtes attendu. Au quai des Orfèvres, face à un juge d'instruction au cigarettin, Éléonore témoigna par visio depuis La Haye. Élégante en tailleur carcéral, elle mentit, Lucien m'a forcé. L'enfant est sa prisonnière. Amélie, placée en foyer, fut interrogée par une psychologue. Papa est gentil, dit-elle, brisant mon cœur. Le procès international, un cirque à la Cour de justice de l'UE à Luxembourg, dura des mois. Accusations, blanchiment, cyberfraud, enlèvement. Éléonore, star du barreau, lançait des faces. Victime un jour, tentatrice le suivant. Il m'a aimé comme un frère ne devrait pas, confia-t-elle au tabloïd, vendant notre honte pour un livre deal. Antoine, mon allié fidèle, plaida. C'est une vendetta familiale, pas un crime d'État. Les Qataris manipulent pour couvrir leur propre fraude. Preuve à l'appui, mais taquets montrant leur pot de vin à des ministres français. Le twist éclata. Éléonore avait dealé avec eux pour m'extrader, en échange d'une fortune offshore. Mais j'avais une carte, l'ADN d'Amélie, prouvant notre lien, et un enregistrement de sa confession provençale. J'ai tout volé, y compris son âme, admettait-elle. Le jury, diplomates européens, juristes purs, se divisa. 3 jours de débat houleux, c'est de l'inceste. VS. C'est de la survie. Verdict. Acquittement pour moi sur les charges principales, mais garde partagée d'Amélie, Éléonore,
extradée vers Doha pour coopération, mais avec un sursis conditionnel si elle témoigne contre les Émirats. Libéré, je repris Amélie dans un parc de Luxembourg, feuilles d'automne tourbillonnant. Éléonore nous rejoignit, ombre pâle, on est libre, mais enchaîné. Nous avons fui à nouveau, pas en exil, mais en reconstruction. Un petit appartement à Montparnasse, moi codant pour des ENG, elle consultant en éthique tech. Le dénouement? Pas de happy end hollywoodien, mais un bicacéage français. Amélie grandit, ignorant les abysses, apprenant le code à mes côtés. Éléonore et moi, amants maudits, dormons dos à dos, hantés par les fantômes. La vengeance m'a donné la paix, mais à quel prix? Paris pardon til? Non. Il se souvient, et rit. Et si je repense à ce couteau rouillé, ce sang sur le carrelage? Ce n'était qu'un rêve ou l'épilogue inévitable. Le sang appelle le sang, et notre fille portera la marque. Fin ou commencement?